que l'on remercie tous les jours l'UNESCO d'avoir fait cette remarque, cette reconnaissance, parce que ça doit être pour nous un guide. Et d'ailleurs, ça ne tiendrait qu'à moi. La phrase que vous avez lue, qui est extrêmement intéressante, élaborée à l'UNESCO, donc, je l'afficherai à l'entrée de toutes les maisons, de tous les appartements et de tous les bureaux, pour que les gens n'oublient pas que le français, il a une tradition historique. Et ce repas gastronomique est quelque chose de très important. On ne peut pas prendre le risque de le perdre. Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 29 du podcast des amis de la fête de la gastronomie. Le seul podcast qui parle de la fête de la gastronomie. Et d'ailleurs, nous allons en parler dans quelques instants avec mes invités et j'en suis vraiment ravi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude Carat. J'ai créé et j'anime ce podcast depuis le mois de décembre 2018. Mais avant que l'on parle de tout ça, je voudrais revenir un peu sur le dernier épisode numéro 28 de ce podcast où j'ai reçu Madame Sabine Brochard, gérante et propriétaire du restaurant Bar à Vin, le Verre dit Vin à Orléans. Et j'en parle avec beaucoup de plaisir parce que Sabine est une jeune femme que j'ai connue pour la fête de la gastronomie à Bercy à l'occasion d'un comité de pilotage. Une jeune femme dynamique, elle est maîtresse restauratrice, et oui, on dit aussi ça. Elle a été sommelière dans les plus grandes maisons de restauration et de gastronomie, notamment à la Tour d'Argent, m'a-t-elle dit. Elle est curieuse, elle est ouverte, elle est à l'écoute des idées nouvelles, elle est attachée au bien-être des personnes qui l'entourent, elle aime transmettre. Avec son ami Laurent Brochard, en cuisine dans cet ancien espace de concert, ils sont au diapason pour proposer les meilleurs accords, mais 20. Alors, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, précipitez-vous et écoutez Sabine dans cet épisode numéro 28. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une personnalité ou deux personnalités, tout dépend si madame vient. Ils sont très avisés et avertis du monde de la cuisine et de la gastronomie. Ils sont écrivains, Passion gastronomique est leur dernier livre, ils sont journalistes, voir leur article dans Figaro Vox du 13 mai 2020. Ils organisent des événements culturels et gastronomiques. Madame est chef de cuisine. Christine Vanacker est aussi biologiste et biochimiste de formation. Elle organise depuis de nombreuses années des événements gastronomiques et culturels. Patrice Vanacker a un profil atypique, officier général passé par l'ENA, a parcouru la moitié des pays du monde à la découverte des peuples et de leur gastronomie. Ce qui m'amène à me risquer à dire qu'ils ont une vision anthropologique de l'acte de se nourrir et de s'alimenter. Bonjour Patrice Vanacker. Bonjour chers amis, merci pour cet accueil. Avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, Monsieur Vanacker et Madame Vanacker aussi, de vous prêter à cet exercice de notre podcast. Et je vous remercie d'avoir bien voulu, d'avoir accepté la partition de mes amis Marc et Guy de l'excellent podcast Parler Cuisine. Bonjour. Bonjour Claude et bonjour Monsieur Vanacker. Bonjour à tous. Bonjour Marc, bonjour Guy. Et oui, il y a de la solidarité dans le monde du podcast et c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons décidé de publier des podcasts en commun avec Marc et Guy du podcast parlercuisine.com. Alors, tous les deux, ils sont belges. Marc est économiste, passionné de cuisine, fils et petit-fils de restaurateur. Il vit à Londres. Guy est chef de cuisine, responsable de formation. C'est aussi un géographe, un historien de la cuisine. Il vit à Bruxelles. Et depuis 5 ans, Marc et Guy nous proposent des recettes de manière extraordinaire. Ils ont d'ailleurs fêté leur 5e anniversaire il y a quelques jours.
Ce sont tous les deux des passionnés et je suis vraiment très heureux qu'ils soient avec nous pour cette table ronde sur le thème de la fête de la gastronomie. Alors vous allez me dire, je parle beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Tu as raison, Marc, de boire un peu. En préambule, et pour lancer la conversation et après on discute, je voulais vous lire le texte de ce qu'est le repas gastronomique des Français pour l'UNESCO. Donc, le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissance, mariage, anniversaire, succès et retrouvailles. Il s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion l'art du bien manger et du bien boire, c'est entre guillemets. Le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie entre l'être humain et les productions de la nature. Parmi ses composantes importantes figure le choix attentif des mets, parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir, l'achat de bons produits, de préférence locaux, dont les saveurs s'accordent bien ensemble, le mariage entre mets et vin, la décoration de la table est une gestuelle spécifique pendant la dégustation humer et goûter ce qui était servi à table. Le gastronomique doit respecter un schéma bien arrêté. Il commence par un apéritif et se termine par un digestif avec, entre les deux, au moins 4 plats, à savoir une entrée, du poisson et ou de la viande avec des légumes, du fromage et un dessert. Des personnes reconnues comme étant des gastronomes qui possèdent une connaissance approfondie de la tradition et en préservent la mémoire, veillent à la pratique vivante des rites et contribuent ainsi à leur transmission orale et ou écrite aux jeunes générations en particulier. Le repas gastronomique resserre le cercle familial et amical et plus généralement renforce les liens sociaux. Pour moi, ce texte est vraiment un texte fondateur. Il date évidemment de au moins 2011, mais sans doute de 2010. Hein. Et c'est vraiment là-dessus que, pour moi, la fête de la gastronomie doit s'appuyer. Alors, je vais donner d'abord la parole à Patrice Vanacker. Qu'en pensez-vous, Monsieur Vanacker? C'est une déclaration qui est très importante. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. C'est une déclaration qui est très importante parce qu'elle ne doit pas créer d'ambiguïté. Ce que l'UNESCO a reconnu, ce n'est pas la gastronomie française en tant que telle. C'est le repas gastronomique des Français, avec toutes les caractéristiques que vous avez rappelées. Et c'est d'autant plus important que quand on regarde les statistiques des Français, mais évidemment, ils ne sont pas les seuls en Europe à présenter cette évolution, on observe le recul du temps passé à table. En gros, en 30 ans, on a perdu 1 heure. On remarque le recul du temps passé à préparer des repas soi-même, avec l'achat de repas tout faits, la livraison de plats, et puis surtout le réchauffage au dernier moment de plats sortis d'un congélateur. Une autre tendance est aussi inquiétante, c'est le recul du repas familial. C'est-à-dire que de plus en plus, j'oserais pas dire on s'américanise, mais j'en suis pas loin, on s'aperçoit que des gens en France vont avoir tendance à dîner tout seuls dans leur coin à des heures différentes. Et ce qui fait que, probablement pour des gens comme nous, comme les passionnés qui nous écoutent, où la famille se réunit au moins le soir ou bien le midi, ou éventuellement les deux, autour d'une table à manger à peu près la même chose au même moment, eh bien ce fait-là, ce fait qui est un fait historique, un fait sociologique historique, est en train de reculer. Et on pourrait dire la même chose pour le repas professionnel. Et c'est presque pire, parce que la charge de travail augmentant, les distances travail-domicile augmentant, et le résultat de ces augmentations, c'est que le temps pour le repas diminue. Et la tendance que l'on observe de plus en plus dans les entreprises en France, c'est de voir des gens qui vont déjeuner avec un plateau dans leur bureau, devant leur écran, plutôt que de se réunir entre collègues et de parler d'autre chose. Et si vous voulez, c'est la combinaison de toutes ces tendances qui font qu'il y a matière à s'inquiéter
et pour lesquels il faudrait que l'on remercie tous les jours l'UNESCO d'avoir fait cette remarque, Oui. cette reconnaissance, parce que ça doit être pour nous un guide. Et d'ailleurs, ça ne tiendrait qu'à moi. La phrase que vous avez lue, qui est extrêmement intéressante, élaborée à l'UNESCO, donc, je l'afficherai à l'entrée de toutes les maisons, de tous les appartements et de tous les bureaux, pour que les gens n'oublient pas que le français, il a une tradition historique. Et ce repas gastronomique est quelque chose de très important. On ne peut pas prendre le risque de le perdre. Absolument. Guy, quelle est ta réflexion? J'ajouterai un point extrêmement important dont les médias se sont fait écho. C'est également la perte de la réalisation, je dirais, dans les établissements, avec l'arrivée de plus en plus massive. Bon, moi je suis biochimiste aussi en industrie agroalimentaire, mais je suis modestement resté au niveau secondaire. Mais n'empêche qu'on se rend compte que pour les professionnels, toute une série de plats ne sont plus finalement que des recompositions dans le restaurant. On achète le gratin dauphinois je dirais chez un grossiste, on achète les viandes parfois pré-cuites, on achète les légumes déjà nettoyés, pré-cuits. Et puis finalement, on se rend compte que beaucoup de restaurants, et c'est le même pour les desserts bien entendu, beaucoup de restaurants qui s'affichent comme des brasseries de type brasserie parisienne par exemple, finalement réchauffent dans des marmites, dans des bains-maries, dans des micro-ondes, énormément de composants du plat. Et puis finalement, la dernière chose qu'on fait, c'est plonger quelques frites surgelées dans le bain de friture pour donner un élément qui est plus maison. Mais ce sont finalement des frites qu'on a réalisées en industrie. Alors, je ne suis pas contre les nouvelles techniques parce que bon, moi j'ai quand même effectué une grande formation en cuisine sous vide, donc c'est une technique comme une autre. Mais il y a encore une différence entre le fait pour le restaurateur de réaliser un produit qu'il va cuire sous vide lui-même et le fait de l'acheter. Alors finalement, il faut quasiment plus être chef de cuisine. Bon, moi je connais des établissements qui fournissent le secteur HoReCa, c'est comme ça qu'on dit en Belgique, hein, hôtel, restaurant, café. Il y a des fournisseurs où on peut arriver et puis clé sur porte ou clé en main, je ne sais pas comment on doit dire, clé en cuisine. On trouve tous les produits depuis des accompagnements d'apéritifs, hein, donc tout ce qui est mis en bouche, les entrées, les plats, les légumes râpés, les légumes conservés sous gaz, enfin bon, les desserts, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient simples ou complexes. Et finalement, le fait d'être cuisinier maintenant, c'est parfois tomber à simplement associer des produits entre eux. Bon, voilà, il faut encore savoir le faire, ce n'est pas donné à tout le monde, mais dans le concept de l'UNESCO, je pense que ce dont on doit tenir compte, c'est de la réalisation à partir de produits frais, de produits locaux. Et malheureusement, ça, de plus en plus, c'est derrière nous, hein. Marc, quelle est ta réflexion? Moi, en fait, si je peux apporter le point de vue anglo-saxon, parce que j'ai immigré en Angleterre il y a 13 ans. Et justement, au moment où je suis arrivé en Angleterre, quelque chose qui m'avait choqué, c'était qu'on est en train de voir une espèce de révolution culturelle en Angleterre. Et il suffisait de comparer, il y a une quinzaine d'années, le nombre d'heures de programmes culinaires qu'on avait à la télé française et le nombre de programmes culinaires qu'on avait à la télé anglaise. Il y avait 4 chaînes publiques ou 5 chaînes publiques en Angleterre et chacune avait au moins 2 heures de programme. Il y avait ce qui est apparu en France plus tard, l'équivalent du dîner presque parfait, Top Chef. Toutes ces émissions culinaires-là viennent des pays anglo-saxons. En tout cas, on sont apparus en Angleterre avant. Et donc, l'Angleterre, qui avait pourtant une culture gastronomique très pauvre, et très divisée en classes, on en avait parlé quand on a abordé les menus du Titanic. Je vois en Angleterre, j'ai travaillé à Londres, c'est un miracle si on a 1 heure pour le temps de midi. Généralement, ils ont 3/4 d'heure et c'est quelque chose qui est très courant, en tout cas à la City, et je l'ai vu pour l'avoir pratiqué moi-même tous les jours. C'était de manger ce qu'ils appellent al desco, c'est-à-dire manger à son desk. Donc on sort, on cherche un sandwich et puis on mange un repas al desco. Et c'est au point que là-bas, les buildings avec des bureaux n'ont pas de cafétéria, ils n'ont pas de restaurant. Alors qu'en France, je crois qu'en France, on a encore cette idée du repas pris avec les collègues où on fait une coupure avec
son boulot. Et Ouais. ça reste une activité sociale. Je crois que c'est ce qui nous divise, divise l'Europe latine et l'Europe germanique. Si vous regardez le côté germanique de l'Europe, vous avez le repas est plus une vocation de couvrir les besoins essentiels pour vivre, hein, c'est-à-dire on se nourrit. Et la socialisation se fait plutôt après le boulot, autour d'un verre, en buvant une bonne bière ou en buvant un bon vin. Alors qu'en France, oui, dans les pays romains, hein, je veux dire, c'est-à-dire la latin, donc au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Roumanie aussi, alors dans les pays comme le Liban, c'est aussi resté comme ça une vocation sociale. Et bon, c'est vrai qu'en France, on a très bien normé ça et l'UNESCO a remis un peu les pendules à l'heure en disant voilà, le repas gastronomique français, c'est ça. Et je suis content qu'ils aient enfin mis une espèce de grammaire au niveau de la gastronomie. Euh, Parce que quand on regarde, bon, dans, dans le bassin latin, on a d'autres façons de profiter de son repas. Les Espagnols sont connus pour manger beaucoup plus tard, manger plus longtemps, manger plus un assemblage de plats plutôt que des menus, enfin, des plats qui se succèdent. Alors que, bon, ça reste l'identité culturelle latine, française, qu'on a hérité en Belgique. Hein. La Belgique a cet avantage d'être à la frontière entre le monde germanique et le monde latin de l'Europe. Et on a comme ça ce côté, on a des Flamands qui sont des germaniques, mais qui ont le côté latin, le côté bourguignon, comme il dit, ça, et ça, Guy pourra vous en raconter. Si je lance sur cette histoire, on en a Oui, pour 2 épisodes. on en a eu oui, avec Mais les je fromages dirais que le belges. côté bourguignon, en fait, il est plus originaire de Belgique que de Bourgogne parce que nous étions, à l'époque des ducs de Bourgogne, d'excellents bons vivants qui avons influencé, je crois que c'était mutuel de toute façon cette influence, mais qui avons influencé la cour de Bourgogne dans le côté gastronomique de la chose. En fait, je crois que Mais les vins venaient de Bourgogne, mais tout ce qui est ripaille venait, venait de chez nous, en fait. Oui, Mais, oui. parce qu'il faut bien, comment dire, si je me permets de souligner le regard de celui qui a voyagé, c'est que partout dans le monde, où que vous soyez, quand une personne veut améliorer son train de vie, veut améliorer son niveau social, généralement, il adopte des pratiques françaises. Et c'est quelque chose que les Français ne réalisent pas, et je trouve ça un peu dommage. Au niveau gastronomique, il faut qu'ils aillent manger dans la cuisine française. Les meilleurs restaurants du monde, généralement, vous avez n'importe quelle ville, la plus grande ville du monde, un grand restaurant, ce sera souvent un restaurant français. On doit boire des vins français. Et quand la Chine s'est enrichie et que des millionnaires sont apparus, la première chose qu'ils ont fait, c'est acheter des vins français. Ouais, ouais. C'est se vêtir dans des vêtements français, c'est porter des sacs à main français, des bijoux français, porter des parfums français, voire même faire des jardins à la française dans leur palais, quoi. Ouais, ouais. Et vous avez, en France, vous avez cette richesse-là, justement, d'être peut-être pas. Vous n'avez pas un mode de vie que tout le monde veut avoir, mais une fois que les gens s'élèvent et qu'ils veulent rentrer dans le raffinement, on va vers le français, quoi. Et ça reste quelque chose qui. Ça reste Ouais. une empreinte, ça reste, je dirais, l'aura de la France. Et c'est la vie culturelle et surtout la culture française qui est associée au luxe, hein, Oui. pas seulement gastronomique, hein, mais je veux dire que ce Ouais. soit la mode, que ce soit je Le dirais luxe les et le bijoux, que ce raffinement, soit surtout. oui, Ouais. que ce soit la vaisselle, que ce soit l'art de la table, bon, et d'autres arts bien sûr. Ouais. Il y a toujours comme ça une espèce je dirais, d'image qui colle à la France, hein. Quand les Ouais. étrangers qui viennent d'un autre continent veulent voir l'Europe, il est impensable qu'ils ne passent pas par la France. Ils Ouais. pourraient ne Paris, pas oui. passer par l'Espagne, ne pas passer par l'Angleterre, mais la France est un Mhm. incontournable. Et alors, je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux propos que j'ai dit. Donc, je déplorais un peu que les restaurateurs, dans de nombreux cas, finalement, ne soient plus des assembleurs. Par contre, il y a depuis maintenant, on va dire une quinzaine d'années, comme Marc le soulignait, un engouement, je dirais, euh, incommensurable de la population pour ce qui est l'art de la cuisine. Donc justement, ces émissions de concours culinaires en France, mais également en Belgique. Et alors, le temps que les personnes peuvent passer à titre de loisir, et je pense que c'est sur ça qu'il faut rebondir, c'est que pendant la semaine, les gens vont manger au plus pressé, au plus rapide, au plus simple, un snack, etc. Par contre, beaucoup ont redécouvert le week-end le plaisir de cuisiner par soi-même, Ouais. d'initier parfois même les enfants à la cuisine. Ça existe également.
Alors, sans pour autant reproduire le schéma complet ou classique de la cuisine à la française, partout, je pense, et c'est pas seulement propre à la France ou à la Belgique, mais on assiste à des gens qui sont de plus en plus férus de cuisine, de bonne cuisine et gastronomie, et qui vont, je dirais, opérer un peu un retour à la terre en disant, voilà, je vais recultiver des herbes sur mon balcon si je n'ai pas de jardin. Si j'ai un jardin, je vais recultiver des plants de tomates, je vais recultiver, je dirais, quelque chose qui sont faciles à semer. Bon, moi ici, personnellement, j'ai fait ça hier. J'ai acheté, je me suis procuré une table qui au départ était une table d'industrie creuse. Et ici, bon, on y a mis de la terre, du terreau. Et hier, je suis allé chez un pépiniériste et j'ai racheté toute une série de plantes aromatiques Ouais. et de petites salades. Et j'ai semé comme ça. J'étais tout content de repiquer, de semer des petits légumes. Donc, quand j'aurai besoin d'une branche de basilic, d'un peu de romarin, du thym, j'ai même mis une plante de curry, un piment, enfin un Ouais, poivron, ouais. de l'origan. Et c'est ça qui fait que plus de gens auront envie d'utiliser leurs produits, les choses qu'ils ont tout près de chez eux. Il y a aussi un grand retour à la ferme locale. Beaucoup de fermes avant, jusqu'il y a encore 10 ans, étaient des fermes qui produisaient et puis qui vendaient, je dirais, à des entreprises. Et puis maintenant, beaucoup de fermes refont du fromage, refont de la vente d'œufs aux particuliers, recultivent un champ avec des fraises ou des légumes bio à la ferme. On voit ça maintenant quand on se promène Oui, dans oui, les villages, hein, oui, toutes les beaucoup. pancartes comme Ouais, ça, ouais, des fermiers, hein, voilà, vente ouais. de volailles, vente de lapins, enfin que Oui. sais-je, Mhm, ça c'est mhm. bien. C'est Ouais. revenu à la mode en tout cas, Ça c'est revient à revenu la à la mode. mode. Oui, Monsieur Van Acker, quel est votre point de vue justement sur cette notion d'influence de la cuisine française et du luxe aussi? Marc parlait des sacs. Dans de l'influence française dans le monde, vous qui avez beaucoup voyagé. Oui, effectivement, cette influence française, on la voit partout. De manière surprenante, avec finalement une dimension historique, parce que tous ces grands chefs que l'on voit de plus en plus se développer dans le monde entier finalement, eh bien, ils ont recours à des méthodes de cuisine qui sont françaises à la base. Euh, Ça paraît surprenant, mais il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont vraiment mis au point une méthode de travail en cuisine, c'est la France et la Chine. Alors la Chine, on le met de côté parce que ce sont quand même des repas qui ne sont pas du tout comparables aux nôtres. Mais depuis Escoffier, tout est codifié. Hmm. Et vous avez beaucoup de gens qui font de l'escoffier sans même le savoir. Ouais. Et ils font une cuisine qui est basée sur des méthodes d'organisation du travail, de succession des plats, qui sont d'origine française. Et je pense que c'est important parce que cela représente eh bien, la continuation Ouais. de l'influence française. Ouais. Donc je reviens un petit peu dans le cœur du sujet de la fête de la gastronomie. Euh, Cette fête de la gastronomie a démarré, donc ce projet gouvernemental a démarré en 2011 suite à l'inscription. Et l'idée de cette fête de la gastronomie était à l'idée de la fête de la musique, c'est-à-dire tout le monde participe. Donc la fête de la musique, tout le monde au début sortait devant chez lui avec sa flûte, sa trompette, son clavier. Donc vraiment tout le monde participait et au fil du temps, c'est les professionnels qui ont pris le dessus, ce que l'on connaît aujourd'hui, pas toujours très, très agréable, cette fête de la musique. Et la fête de la gastronomie, en fait, qui est pour moi avant tout une fête populaire, c'est d'emblée appuyé sur les professionnels de la gastronomie. Évidemment, on peut le comprendre, les chefs de cuisine, les professionnels de la gastronomie ont tiré cette fête de la gastronomie. Donc il y a eu de très beaux événements organisés par des grands chefs, des chefs enfin, de toutes sortes de gens qui faisaient métier de la cuisine. Cela dit,
les consommateurs que nous sommes par rapport à cette fête de la gastronomie étaient là plutôt en consommateurs. J'ai pu le vérifier à chaque événement que j'ai organisé. Et pour moi, cette chose-là ne me convient pas, ne me va pas, puisque cette fête de la gastronomie doit être une fête avant tout populaire. D'ailleurs, vous regarderez sur Internet, autour du repas français, il y a une très belle vidéo qui a été faite par l'UNESCO, enfin commanditée par l'UNESCO, et on voit très bien dans cette vidéo, on comprend très bien ce qu'est une fête populaire autour de la gastronomie, autour des naissances, autour des mariages, autour de grands événements de la vie. Comme tu le disais, Guy, la préparation du repas de manière intergénérationnelle, ça c'est vraiment extrêmement important. Et depuis 2011 que je travaille sur cette fête de la gastronomie, et j'allais régulièrement à Bercy, au commissariat général de la fête de la gastronomie, qui était géré par Bercy. Et toujours avec Madame la commissaire générale, je m'étonnais du fait que cette fête n'était pas vraiment populaire. Elle était rendue populaire quand il y avait des municipalités qui vraiment voulaient jouer le jeu, ou de grandes régions comme la région Centre-Val de Loire, parce qu'il y a une directe, donc une officine gouvernementale qui aide les entreprises, qui était là comme moteur pour tirer un petit peu cette fête de la gastronomie. Mais encore une fois, elle n'était pas forcément destinée au peuple, on va dire. Hein. Ce n'était pas vraiment une fête populaire. Donc aujourd'hui, on en est à Goût de France depuis 2019. Bon, il y a eu Goût de France et la fête de la gastronomie. Déjà 2018 un petit peu. 2019, bon, on était avec Goût de France et Goût de France. Ça me va très bien. C'est parfait. Faire comme nous venons de le dire vous venez de le dire tous les trois plutôt, faire rayonner la culture française et faire rayonner la gastronomie et surtout la manière de préparer, l'esprit que l'on met dans la préparation d'un repas et toutes les notions que ça véhicule, moi, ça me va très bien. Ce qui me convient moins, c'est que en France, cette fête de la gastronomie, Goût de France, passe un petit peu inaperçue. Bon, 2020, manque de peau, ben, voilà, ça ne va pas jouer. On sait déjà que 2021, ça sera au mois d'avril, je crois le 16 avril, j'ai vu enfin, quelque chose dans ces eaux-là, mais ça va être encore avec les ambassades, gérées par le ministère des Affaires étrangères. Et aussi, d'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes. Si on va sur le site de Goût de France, les inscriptions sont ouvertes, mais vous vous rendez compte très vite, tout de suite, que c'est pour les professionnels. Un particulier ne peut pas s'inscrire. Donc, mon objectif de petite personne, c'est de relancer cette fête de la gastronomie, mais vraiment que ce soit une fête populaire. C'est-à-dire qu'on soit vraiment dans le partage, dans la transmission, dans le partage de ces valeurs sur un des événements que j'avais organisé dans ma région. Eh bien, je ne vous mens pas, hein, une jeune femme avait demandé à sa maman qu'elle lui donne une recette. Cette jeune femme n'avait jamais entendu parler de cette recette et je crois aussi que ça, j'ai cru comprendre, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais ça a été aussi un moyen pour la jeune femme et sa maman de rediscuter. Donc, vous voyez, on est bien au-delà de la gastronomie. Et c'est vraiment tout ça que je souhaite remettre au goût du jour. Et avec M. Van Acker, dans le premier courriel
que l'on a eu en échange, qu'ils m'ont fait. Je voulais envoyer Marc et Guy. On parle de tout ça. On dit qu'effectivement, cette fête de la gastronomie devrait pouvoir se produire sur une période assez longue, de manière à ce que un jour ou même 3 jours ou un week-end m'a toujours semblé très court. C'était aussi une grande discussion que l'on avait avec Madame la commissaire générale. Alors elle me dit oui, je te comprends, mais on ne peut pas faire ça tu te rends compte tout ce que l'énergie que ça demande, les professionnels n'ont pas que ça à faire. Je dis non, mais d'accord, mais laissons le choix. Oui, Marc, je vais te donner la parole. Laissons le choix aux gens de faire la fête de la gastronomie quand ils le veulent, mais surtout qu'on leur donne le label fête de la gastronomie. Et ça, c'est un thème de discussion que l'on pourra débattre. Marc, tu veux? Justement, pour revenir à la définition, il souligne bien que c'est à l'occasion d'un événement pour une célébration qu'on sort le menu gastronomique ou le repas gastronomique à la française. Donc, ce que tu voudrais faire là, c'est leur donner aux Français une occasion de ressortir le repas gastronomique à la française et on le Oui. fait tous ensemble. Un On peu comme on peut dire ferait pour Noël ou pour Nouvel An, mais en dehors de tout cercle oui. formel. Oui, en dehors de tout cercle formel. Alors, on peut déterminer une période, comme M. Van Acker le suggère. Vous pouvez en parler, M. Van Acker? Oui, oui, bien sûr. Ma conviction, enfin notre conviction, c'est que il faut donner aux Français l'occasion de participer à la fête de la gastronomie dans leur région, Oui, mais aussi d'avoir d'autres week-ends pour pouvoir découvrir une, deux ou peut-être trois autres régions. Et parce que si vous faites une fête de la gastronomie sur vendredi, samedi, dimanche, vous ne pouvez pas faire 200 km, a fortiori si vous voulez découvrir deux régions. Et je pense que c'est important, ce serait utile parce que ça permettrait aux personnes de voir d'autres manières de cuisiner, parce que chaque région a aussi ses manières de cuisiner. Ce qui me fait rebondir juste une petite parenthèse pour commenter ce que Guy disait il y a quelques instants et qui me semblait très intéressant sur les restaurateurs qui mettent en œuvre des plats déjà cuisinés dans une usine quelque part en banlieue et qu'ils vont donc réchauffer, ouvrir les sachets et assembler. Euh, il a d'autant plus raison que ce qui est gênant, il y a deux aspects qui sont gênants. Le premier, c'est que les clients et les touristes finissent par perdre confiance. En France, on est, alors, en fonction des méthodes de comptage et des sources, entre 70 et 80% des restaurants qui mettent en œuvre ces techniques. Alors après, est-ce qu'ils le mettent en œuvre à 50%, à 60%, ou à 90%? Ça, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on est quand même entre 70 et 80% des gens des restaurants qui y ont recours. Ce qui est, alors, donc ça pose un problème de confiance dans la clientèle. Et le deuxième problème que ça pose, c'est que les jeunes qui ont fait une formation dans une école, qui aura peut-être duré même jusque 3 ans, et qui a plein d'espoir, qui a plein de rêves, ce jeune ou cette jeune, et qui se dit, je vais pouvoir créer des plats, je vais pouvoir partir d'un tas de cerfeuils et de quelques pommes de terre, et je vais le transformer en quelque chose. Bon. Eh bien, il arrive dans le restaurant et on lui dit, bah non, tu ouvres le sachet numéro 1, tu mets la sauce du sachet numéro 2, tu mets ça au micro-ondes pendant 42 secondes, et bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quel est l'intérêt du métier? Absolument. Si ça devait se perdurer, si ça devait vraiment perdurer dans des proportions impressionnantes, la question qui risque de se poser à terme, c'est y aura-t-il encore suffisamment de jeunes qui auront envie d'aller se former pour finalement mettre des sachets les uns à côté des autres dans un micro-ondes? Absolument. Et là, vraiment, la fête de la gastronomie peut vraiment jouer ce rôle et doit aussi jouer ce rôle. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense qu'on ne pourra pas arrêter ce qui est en marche aussi facilement qu'on ne veut. C'est-à-dire que le restaurateur, pour toutes sortes de contraintes qui sont souvent des contraintes économiques et des contraintes liées au coût du personnel, va continuer à avoir ce genre de pratique. La seule chose qu'il faut distinguer, c'est dire, voilà, dans le cas de la fête de la gastronomie, on va inciter le particulier à recuisiner
Et il me paraît, comme ça, à première vue, dans le calendrier, une époque assez intéressante. C'est pour moi le mois de septembre. Pourquoi? Parce que inciter les gens à le faire alors qu'ils ont la tête en vacances en juillet et en août, ça ne me paraît pas être la meilleure des solutions. Après ça, nous avons au mois de septembre, en fait, encore tous les produits d'été, ou quasiment, qui sont disponibles. Et les produits d'automne commencent à pointer le bout de leur nez. Donc, on est à cheval sur 2 saisons, hein. On est encore un peu en été au début du mois de septembre et on arrive tout doucement dans l'automne. Alors, les soirées sont un peu plus courtes, il fait généralement un tout petit peu plus frais. Donc, quelquefois, on a déjà envie de manger des choses qui rappellent déjà un peu plus l'automne et l'hiver, tout en ayant à disposition des produits qui sont des produits estivaux. Donc, c'est vraiment pour moi la meilleure des saisons, ce serait Oui, celle-là. Ce serait le mois de septembre. Et alors, en plus, au mois de septembre, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de grandes fêtes, hein. oui. Au mois d'août, on a encore les fêtes du 15 août. Début novembre, enfin, en octobre, on a comme ça les dîners de chasse qui arrivent. Et puis, début novembre, on a chez nous les fêtes patronales, Saint-Éloi, Saint-Nicolas, La fin enfin, d'année, qui oui. arrivent, enfin, toutes ces fêtes comme ça qui annoncent la fin de l'année. Et le mois de septembre me paraît être un mois un peu creux comme ça, où il n'y a pas de grands événements. D'ailleurs, à Bruxelles, c'est fin août, début septembre que s'organise la grande fête de la bière sur la Grand Place, hein. Donc, les vacances sont passées. Et puis, ben, ils ont compris que c'était la bonne période pour aller pendant tout un week-end boire de la bière. Et c'est pour ça que tous les brasseurs petits et grands de Belgique se réunissent. Ils sont des dizaines à venir sur la Grand Place. Alors, on a des verres, on a des jetons de dégustation et on peut quasiment aller boire toutes les bières qu'on veut, toutes les trappistes, toutes les bières d'abbaye, toutes les bières de petits producteurs. Ce n'est pas anodin que ça se fasse à cette période-là. Bien Donc, sûr. enfin, ça c'est mon point de vue. Si vous deviez choisir une période, je pense que le mois de septembre n'est peut-être pas le plus mauvais, mais on peut discuter de tout, évidemment, hein. Alors, Oui, oui, non, mais, mais si tu veux, la fête de la gastronomie se passait au mois de septembre, parce qu'effectivement, voilà. pour toutes les raisons que tu as données, et même plus précisément le troisième week-end du mois de septembre, Ben parce que voilà, c'est très bien. c'est Je vrai que l'ignorais, mais enfin, voilà, c'est très oui, bien. oui, statistiquement, en France, pour le temps, c'est jusque-là, c'était le meilleur moment, C'est hein. ça. Il faisait en général Il fait toujours beau. très beau Il fait pour, beau. voilà, pour le troisième week-end du mois du mois de septembre. Alors, depuis la mandature Macron, pour des raisons de calendrier, on a mis ça au mois de mars. Alors déjà, je me rappelle qu'en 2018, pour le comité de pilotage, où il y avait Madame la commissaire générale et les personnalités du gouvernement qui étaient en charge de ce dossier, tous les gens qui étaient là, on devait être à peu près une centaine de personnes autour de la table de discussion, des porteurs de projets, alors que ce soit communes, professionnels, de la bouffe en tout genre. On disait, mais enfin, le mois de juin, le mois d'avril chez nous, en France, dans beaucoup d'endroits, on sort entre guillemets de l'hiver, même si l'hiver n'est plus très abrupt comme il l'a été. On n'a quand même pas grand-chose dans les jardins encore. Euh, Voilà. c'est vraiment pas intéressant de faire ça au mois d'avril. Bon, ça reste quand même au mois d'avril. L'année prochaine, ça sera le 16 avril 2021. Mais je pense que c'est avant tout pour des problèmes de calendrier euh, gouvernemental ou de voilà, parce que alors ce qui est tout à fait rigolo, c'est que le président Macron est extrêmement intéressé par cette chose-là. Il faut dire qu'il y a eu un élément qui est venu aussi d'influence, c'est Alain Ducasse qui a beaucoup œuvré pour Goût de France. Et donc, je pense qu'il a quand même il a eu une influence très importante pour changer cette date de la fête de la gastronomie. Il faut dire, et même si par hasard il m'entend, ce n'est pas grave, c'est un secret de polichinelle, Alain Ducasse aurait aimé être parrain de la fête de la gastronomie. Pour les raisons que sans doute vous imaginez, avant tout commerciales, il n'a jamais été parrain de la fête de la gastronomie. Effectivement, pour lui, ça aurait été vraiment une très très belle image d'être parrain de la fête de la gastronomie. Il ne l'a jamais été. Donc, je crois qu'il n'a pas bien supporté le fait qu'il n'ait jamais été
parrain de la fête de la gastronomie. D'ailleurs, si on lit certains journalistes critiques gastronomiques, ils ne se cachent pas pour dire que la fin de la fête de la gastronomie a été un petit peu imaginée par cette par ces gens-là, quoi. Bon, hein, je veux pas. Bon, donc le passé est le passé. Goût de France reste, c'est parfait, ça me va très bien. Recréons une fête de la gastronomie populaire, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, Guy, on peut dire, on fait ça sur tout le mois de septembre, et surtout, on dit aux gens, s'il vous plaît, lorsque vous avez un événement extraordinaire, inspirez-vous du repas français, tel qu'il est, le repas français gastronomique, plutôt le repas gastronomique à la française. Donc, on fait, avec Marc et Guy, hier soir, un petit peu pour préparer cet épisode, nous parlions de la fête des voisins. Guy disait, ouais, mais bon, il y a déjà la fête des voisins. Ça n'est pas la même chose. L'esprit n'est pas le même. Oui, il y a l'esprit de partage et de solidarité, mais dans la fête de la gastronomie, il y a vraiment cet impact, comme vous l'avez dit, Monsieur Venacker, du repas gastronomique français que l'on n'a pas dans la fête des voisins, qui peut évidemment exister, mais la fête de la gastronomie, c'est vraiment le repas gastronomique des Français, qui ne veut pas dire qu'on fait ça avec des produits extrêmement onéreux. On peut faire et c'est pas toi, Guy, qui va me contredire, puisque je sais que tu peux faire un repas extraordinaire avec des produits que l'on donnait aux cochons, par exemple, il y a 30 ans ou 40 Oui. ans. Hein. Je redemande la parole après quand vous aurez terminé, Claude. Oui, 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 absolument, absolument. Et donc, voilà, c'est que tout le monde doit pouvoir faire une fête gastronomique au moins une fois dans l'année à sa table en accueillant ses enfants, ses parents, ses grands-parents, l'oncle, la tante. Mais on a une idée pour ce repas gastronomique et surtout on le prépare en famille. On vient, je ne sais pas, le matin, l'après-midi, on fait de l'épluchage avec les gamins, on monte les blancs en neige. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et pardon, j'ai des exigences, vous imaginez. je, je voudrais qu'on s'organise, qu'on s'organise là-dessus. Guy, tu as la parole. Alors, ce que nous avons en Belgique depuis, je dirais des années, c'est encore à l'époque où j'étais en école hôtelière, je ne parle pas en tant qu'élève, je parle en tant que responsable technique, il y avait ce qu'on appelle le poisson de l'année. Alors, c'était un poisson qui pouvait être un poisson souvent de la mer du Nord, bien entendu, puisque nous sommes en Belgique. Donc, c'était par une année le merlan, une année le cabillaud et puis une année autre chose. Et je me demande si ce ne serait pas bien de lancer un thème, c'est-à-dire qu'on pourrait axer la fête de la gastronomie en disant, voilà, par exemple, cette année-ci, c'est l'année du pâté au niveau de l'entrée. Hein. On va prendre cet exemple-là pour que ce soit simple et facile à comprendre. Et en plat, ben, nous suggérons que ce soit de la volaille. Hein, on pourrait être plus précis, évidemment, mais on risque d'avoir un impact sur les élevages. Je crois que les éleveurs peuvent s'y préparer à ce moment-là. Et puis, choisir un thème pour le dessert. Par exemple, en prenant un produit local, ce sera la poire, ce sera l'ananas, parce que vous avez quand même la chance d'avoir, je dirais, encore des productions d'ananas dans les Antilles, ou la banane, ou bien ce sera plus local, peut-être une pomme, la golden, par exemple, pour citer quelque chose de précis, ou le raisin. Et que la fête de la gastronomie, bon, ne soit pas axée que là-dessus, mais qu'on lui donne un thème Oui, qui sera porteur, en fait. oui, Euh, pour donner une espèce de squelette, de structure. Parce que dire, bon, vous allez cuisiner, vous allez préparer un repas à la française, bon, c'est très bien. Mais déjà, si on impose, si on veut importer ça en Belgique, dire on va imposer le repas à la française, ça ne va pas passer. ah oui, 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 Ça oui, ne va pas passer. d'accord. Non pas que nous n'ayons pas vraiment la même structure, mais le Belge va dire, oui, mais enfin, bon, c'est encore un machin qui vient de France, pourquoi est-ce qu'on nous impose ça? Nous avons, Très bonne remarque. notre identité, voilà. Ouais, Par contre, garder le concept du fait maison, du gastronomique, du produit local, il n'y a pas de problème. Nous oui, produisons des raisins de table, nous produisons, je dirais, quasiment les mêmes fruits.
Nous avons de la volaille. Bon, même si on importe aussi quand même pas mal de volaille de France, effectivement. Nous sommes par contre très très largement producteurs en bœuf et en porc. Là, il n'y a pas de problème, on est exportateur net. Donc, selon les années, on peut très bien décider de mettre une viande à l'honneur, un produit d'entrée à l'honneur, mais quand je dis un produit d'entrée, je dirais plutôt une technique d'entrée. Donc ici, Oui. j'ai cité le pâté. On pourrait dire, par exemple, en entrée, tout ce qui est feuilleté avec un produit en sauce crème. On peut très bien aller du vol au vent, à la quenelle, à la bouchée de poisson, de fruits de mer, tout ce qu'on veut. Mais donner comme ça chaque année un thème, Oui. de manière à donner une espèce de structure que les gens vont pouvoir suivre Oui. sans s'égarer et sans trop savoir où ils vont. Par exemple, une année en dessert, on peut très bien dire, c'est la mousse au chocolat cette année-ci, par exemple. Oui. Il y a assez de variantes dans les mousses au chocolat. On peut en faire à la banane, au café, à tout ce qu'on veut, aux fruits exotiques. Donc, il n'y a pas de souci. Mais donc, donner comme, ou les crêpes une autre année, hein, ou bien les gâteaux de type génoise ou de type gâteau de Savoie, ou les tiramisu, parce que maintenant, quand on regarde bien, le tiramisu italien d'origine classique avec des savoyas, maintenant, on le fait au spéculoos, on le fait à la framboise, on le fait aux fraises, on le fait à la banane, on le fait à tout ce qu'on veut, le tiramisu. Donc, donner comme ça un thème pour les trois grands plats, une entrée, un plat et un dessert. Bon, le fromage, je vous dirais malheureusement que même si nous consommons de plus en plus de fromage et si on apprécie le plateau de fromage, ce n'est pas automatique que le plateau de fromage entre dans notre menu à nous, par exemple. Oui. Donc, Oui. comme je vous l'avais déjà signalé, on mettra plus vite un potage qu'un plateau de fromage en Belgique. Oui, Voilà. oui, non, mais chaque pays s'adapte. Que dites-vous, Monsieur Van Acker? Je trouve que ce que dit Guy est très intéressant, mais si vous m'autorisez On vous à autorise, on vous avancer, autorise. c'est formidable, si vous m'autorisez avant que j'ai dit ce que je voudrais. Non, c'est tout simplement à vous livrer, en réfléchissant à voix haute devant vous, une proposition. Parce que la fête de la gastronomie, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas nécessairement lié au repas des Français. Oui, ah Je ben pense que c'est une évidemment. problématique beaucoup plus générale. Bon. Et moi, ce que je verrais bien, si on arrivait à créer une fête de la gastronomie au mois de septembre, vous savez qu'avec 2 semaines, vous avez 3 week-ends. Hein, Oui, bon. Et mobiliser une fête sur un mois, c'est peut-être lourd. C'est peut-être Sur long, deux oui. semaines, sur 2 semaines, c'est peut-être plus facile, sachant qu'on a l'avantage d'avoir 3 week-ends. Bon. Donc, l'idée que je voudrais vous soumettre, c'est qu'on prenne donc 2 semaines en France pour faire de la gastronomie et qu'au même moment, dans le même créneau de période, nos voisins belges aient aussi une fête de la gastronomie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, c'est quand même la gastronomie. Enfin, il y a une idée européenne derrière la on gastronomie, est bien d'accord. mais surtout, ce que je verrais bien, c'est quelques chefs belges qui viendraient dans les villes de Lorraine, de Champagne-Ardenne, de Hauts-de-France, enfin Nord-Pas-de-Calais, comme on disait dans le temps, et présenter un certain nombre de spécialités, et réciproquement. Je pense que les régions que je viens de citer, donc en face avec Flandre, Hainaut et province de Namur en Belgique, bien sûr, là, en 2 heures de voiture, on peut faire un déplacement significatif, parfois même en 45 minutes. Et du coup, on pourrait envisager que les gens passent la frontière pour découvrir la gastronomie du voisin. Alors, comme je disais que sur 2 semaines, il y a 2 week-ends, les gens passeront 2 week-ends dans leur propre pays et le troisième week-end, ils seront tentés d'aller dans le pays d'à côté, découvrir un certain nombre de choses, soit parce qu'ils se seront déplacés, soit parce que les chefs du pays voisin seront venus en France et les chefs français en Belgique pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer. L'idée, si vous voulez, c'est une concomitance de fêtes de la gastronomie dans les deux pays, Oui. parce qu'on est cousins quand même. Hein, franchement, quand on regarde Et, l'histoire sur le long terme, pour moi, les c'est- Belges ne sont pas des étrangers. oui, voilà. Mais Voilà. cette collaboration, elle existe depuis plus de 40 ans. Enfin, à l'époque où j'étais vraiment dans le métier cette fois-là, il y avait déjà l'association des toques blanches du Hainaut et du Oui, nord de la France. Donc, moi, j'ai participé comme ça à des réunions et à des échanges.
Je ne sais pas où ça en est parce que bon, maintenant j'ai quand même quitté le milieu de la restauration traditionnelle depuis longtemps. Mais il y avait comme ça des associations interculturelles ou interprofessionnelles euh, qui existaient. Alors bon, moi, il faut être clair, je ne suis plus dans la restauration, donc je n'ai plus beaucoup de leviers et je n'ai bien sûr quasiment plus aucun contact avec les restaurateurs et les associations de restaurateurs actuellement. Maintenant, ça va dépendre un petit peu des chevilles ouvrières qui voudront bien se manifester. Oui, Et je vais oui, non, vous mais dire que je ne sais pas s'il faut attaquer plutôt du côté du grand public, enfin, je veux dire qu'il faudrait les deux, hein, mais s'il faut plutôt essayer de séduire le grand public ou bien de séduire les professionnels. Euh, parce Ouais, que c'est voilà, quand tu mets les grands chefs en jeu, ils veulent que les projecteurs soient sur eux, hein. Regarde ce sur qui eux, est voilà, arrivé c'est sur la. ça. oui, oui, C'est ça. je pense que si on met le grand public en avant, les chefs viendront. Oui, mais si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'on a deux problèmes en France. C'est qu'il y a, premièrement, on a une espèce de corporatisme à la française, c'est qu'on s'imagine que la gastronomie, ça peut être que des grands chefs. Il n'y a que les grands chefs qui peuvent faire de la gastronomie. Et le deuxième, c'est une espèce de complexe d'infériorité des cuisinières qu'on dit ménagères. Et là, je l'ai pu le remarquer quand j'accompagnais mon père dans des repas privés et que c'est moi qui faisais le service. Et j'avais comme ça les gens je voyais les gens qui étaient en admiration vis-à-vis des préparations qui servaient. Et les gens pardon, mon micro qui tombe. Et les gens qui disaient comme ça, oui, mais moi, j'ai pas appris à cuisiner. Ma mère n'a pas pris le temps de me cuisiner. Et les gens comme ça ont l'impression qu'ils ne savent pas cuisiner. Et alors, du coup, que si on veut pousser les gens à cuisiner. Et bon, c'est vrai que c'est en train de changer avec toutes ces émissions Oui, qu'on c'est ce regarde, que j'allais dire avec les ce Top qui s'est Chef, passé. les Master Chef et tous les machins Oui, chefs là. et puis la pandémie que l'on vient de vivre, on s'est bien rendu compte que les gens se sont mis à cuisiner. Ah Beaucoup de gens se sont mis à cuisiner. oui. Donc le paradigme Ils est ont en fait leur train de pain, oui. Et faire du pain, hein, beaucoup, Oui, ils ont fait leur pain. beaucoup ont et fait faire du du pain. pain. On trouvait plus de farine. Bon. Plus de farine et plus de levure, ça c'est clair. Voilà. Hein. Donc le paradigme est en train de changer. C'est pour ça que il me semble que c'est le bon moment pour reparler de la fête de la gastronomie, que ce soit vraiment pris en charge par vous, par une collégialité que l'on va monter, par toute une série de bénévoles. On va communiquer. Donc, il faudra que l'on discute un petit peu de comment communiquer, de comment est-ce qu'on va dire les choses. Mais oui, Guy, je pense, moi, que euh, il est plus important, je peux me tromper, qu'il est plus important de mettre le grand public Mhm. euh, et les chefs vont venir, ils vont dire, bon, mais surtout quand on va dire, bon, vous savez, et les chefs, on peut leur dire ce qui est vrai. Si les gens cuisinent chez eux, donc ils apprennent ce que c'est que la cuisine, ils apprennent ce que c'est que la valeur d'un produit, ils apprennent ce que c'est que le goût d'un produit, et ça les éduque pour aller au restaurant, parce qu'ils vont dire, bon, on cuisine chez nous, on a cuisiné tel produit, comment est-ce que ce chef-là cuisine? C'est ce qu'on disait l'autre soir, Guy, hein, quand il y a un opticien qui se met dans un endroit en ville, il y en a 6 ou 7 qui viennent derrière. On dit, mais comment Oui, ils oui. font? Ben oui, mais ils mangent tous, hein. Je devrais revérifier parce que je ne sais pas si c'était encore d'actualité cette année-ci avec le coronavirus, mais depuis, bon, je dirais certainement 10 ans, si pas 15 ans, il y a en Belgique un mouvement qui est le suivant, c'est que les chefs, qu'ils soient étoilés ou de bonne réputation, font pendant 1 ou 2 semaines une proposition de menu à prix réduit pour les gens de moins de 25 ans. Hmm. Donc pour initier les jeunes gourmets, ou les futurs gourmets en tout cas, à la grande restauration ou à la belle restauration en tout cas, et qui parfois n'ont pas toujours les moyens ou n'ont pas ou ne veulent pas mettre les moyens que requiert la venue dans un bel établissement. Ils veulent Ouais. récupérer la clientèle du McDo. Oui, oui, ben, peut-être pas, mais enfin, ils veulent en tout cas permettre à des jeunes de tâter, de goûter à la bonne cuisine, à la cuisine, disons, traditionnelle, à la cuisine de restaurateurs, disons, auxquels ils n'ont pas l'habitude d'aller. Alors, ce qui serait bien, c'est que, je ne sais pas qui il faut contacter en fait, hein, mais c'est Non, mais on va qu'ils se débrouiller, là, il n'y a pas on de va se problème. débrouiller, mais c'est qu'ils Oui, oui. puissent
par exemple, pendant ces 15 jours-là, éventuellement donc là au mois de septembre, qu'ils puissent justement mettre cette action à ce moment-là, en disant pendant la quinzaine de la gastronomie, on va appeler ça comme ça, la quinzaine de la gastronomie, eh bien, les gens ou les jeunes de moins de 25 ans ou jusqu'à 25 ans auront des prix, je dirais des prix avantageux dans nos établissements, plutôt que de faire ça à une autre période. Je crois qu'ils faisaient ça au printemps, si mes souvenirs sont bons, mais Oui, ce oui, serait bien de pouvoir déplacer ça et de mettre comme ça toute une série d'événements oui. à cette période-là pour justement accentuer le côté non seulement festif, mais le côté, je dirais, j'essaie de trouver le bon terme, euh, Ça le va trop côté vite. indispensable et le côté nécessaire Ouais, de faire cette reconnaissance de la gastronomie à ce Oui, moment-là. Monsieur Vanacker va intervenir. Oui, merci. Je voudrais réagir parce que Guy vient de dire deux choses extrêmement importantes et intéressantes. La première, c'est au sujet des jeunes. Vous aurez probablement vu, comme moi, très souvent dans des fast-foods, un groupe de 4, 5, 6, 7 jeunes attablés et prenant du plaisir, même si ce qu'ils ont entre les mains n'est pas forcément très bon. La question que je pose derrière, c'est est-ce que vous avez déjà vu 5, 6 ou 7 jeunes de 15 ans, de 16 ans dans un restaurant? Mais Moi, non, hein. franchement, je vous dis, Mais je n'en non. ai pas vu. Non. Et donc, si on trouvait des voies et moyens de réattirer des jeunes dans des restaurants, ça serait une bonne chose. Parce que le jeune au restaurant, pour moi, c'est, outre le plaisir qu'il peut y trouver, mais c'est un acte éducatif qui est très important pour la suite. Parce que le jeune, quand il découvre des choses, même simples dans les restaurants, on sait faire un menu à moins de 15 euros dans un restaurant classique. Hein. Il faut un peu de savoir-faire, bien sûr, y compris économique, dans l'achat, mais ça reste faisable. Euh, et ça donne aux jeunes l'idée qu'on peut cuisiner avec des choses simples et à des budgets accessibles. La deuxième chose que Guy a soulevée et qui me semble extrêmement important, c'est que ces actions qui consisteront à, à, à inclure un volet jeune dans une fête de la gastronomie sont extrêmement utiles parce que si vous regardez la situation de la France, vous avez entre 70 et 80 000 postes vacants dans le secteur de la restauration. Exact. Je ne connais pas le chiffre en Belgique, mais je serais prêt à parier qu'on ne doit pas être loin de 10 000 postes vacants. Il y a une méthode pour attirer les gens dans un métier, c'est de montrer ce métier. Oui. Et à l'occasion de la fête de la gastronomie, je suis persuadé, je ne peux pas vous donner une proportion, mais il suffirait qu'un tout petit pourcentage de jeunes se disent tiens, ça c'est un beau métier, ça m'intéresse, et il va commencer à chercher comment se forme-t-on, où faut-il s'inscrire, et ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire par la suite. Et je pense qu'une fête de la gastronomie comme ça, eh bien, dans son caractère populaire, ça va attirer des jeunes. Et il y a un pourcentage de cette jeunesse qui va se dire, voilà peut-être un beau métier pour moi. Maintenant, vous savez, Monsieur Vanacker, que le manque d'engouement pour les études d'hôtellerie ou pour le travail, tout simplement, en restauration, il est dû à la structure même du secteur. Hein. Que ce soit de notre côté de la frontière linguistique ou de la frontière avec la France, le problème est le même. C'est que j'ai connu des dizaines de jeunes qui étaient formés à l'époque où j'étais responsable d'école hôtelière, qui avaient de l'or dans les mains. Ils se sont présentés dans le métier, ils ont exercé à un moment donné, et puis je dirais qu'on les a méconsidérés. Je m'explique. On les a méconsidérés parce que certains avaient du talent, et on ne leur a pas donné l'occasion de pouvoir s'exprimer correctement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on leur a mené, d'un point de vue social, une vie qui n'est plus compatible avec la vie de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe. Et je me suis retrouvé, je vais vous donner comme ça l'anecdote, je me suis retrouvé avec une série de directeurs d'écoles hôtelières à discuter dans une école prestigieuse en Belgique, qui est l'école hôtelière de Namur. Et alors venait un ancien élève qui avait fait une licence en hôtellerie à l'université,
et qui travaillait dans un hôtel à Bruxelles et qui expliquait un petit peu son parcours. Alors, je vais essayer d'être bref. Hein. Il disait, voilà, ben oui, moi je sors de cette école-ci qui est quand même une des plus prestigieuses du pays, hein, et je remercie mes professeurs, etc. Et puis maintenant, j'ai tel poste. Alors, voilà ce que nous attendons maintenant du personnel. Il parlait du personnel de salle. Et il disait, ben voilà, comme Bruxelles est une ville de congrès, est une ville où le monde se rencontre, on a besoin de personnes qui soient flexibles. Hein. Il faut qu'elles puissent être présentes à 6 heures du matin pour préparer les petits déjeuners, etc. Et puis, il faut qu'elles soient polyglottes, hein, parce que, bon, dans une grande ville, ben, il faut parler non seulement le français, mais l'anglais. Et puis, s'il y a encore une autre langue en plus, genre l'espagnol ou le russe ou le Néerlandais, on japonais, pensait. c'est très bien. Et non, le néerlandais n'était pas cité, justement. Ok. Parce qu'on leur a posé la question, il a dit non, qu'il dit c'est pas vraiment nécessaire. Le néerlandais n'est qu'une petite fraction de notre public, donc le français, ça c'est sûr, l'anglais et puis encore une autre langue. Et puis on leur demande d'avoir des compétences en informatique, hein, parce que maintenant, pour prendre les commandes, on ne fait plus ça avec son carnet, il faut pouvoir pianoter, etc., gérer une caisse informatisée. Et puis alors, il faut aussi qu'ils puissent travailler. Un jour, ce sera le matin pour le petit déjeuner, mais le soir, on a un groupe qui arrive très tard par avion. Hein, il faut quand même encore les recevoir, donc jusqu'à 11 heures du soir. Et puis, il faut avoir une bonne tenue. Hein. Il faut être bien soigné, il faut être stylé, il faut être élégant, et puis il faut connaître le métier. Enfin, et il dresse comme ça toute une liste. Et puis alors, il s'étonne et il dit, mais enfin, et le problème, c'est que les gens ne restent pas dans la restauration. Alors moi, j'ai pris la parole et je lui ai dit, écoutez, monsieur, ben, moi aussi, je sors d'une école, d'une école prestigieuse. Je dis, il n'y a pas que vous, d'une part, mais je viens pour faire des réparations, de faire venir un frigoriste, je dis. Alors, le frigoriste, il est venu, c'était plus de 50 € de l'heure. On ne lui a pas demandé, lui, d'être stylé, d'être rasé de frais, d'être élégant, de connaître l'informatique, de connaître plusieurs langues. Je dis, mais par contre, il gagne 2 fois à 3 fois plus que le personnel que vous voulez engager avec toutes les contraintes que vous lui mettez. Alors, vous avez une famille, vous avez 2 frères. Il y en a un qui dit, moi, je vais faire l'hôtellerie, et l'autre qui dit, moi, je vais faire frigoriste. Le frigoriste, quand il s'en va, on lui dit encore merci. Quand on prend du personnel de salle, on ne lui dira pas merci quand on a terminé la journée. On lui dira demain, n'oublie pas d'être là à l'heure. Hein, et n'oublie pas, c'est que tu dois réviser ceci ou tu dois faire cela. Alors, tant que la structure du métier aura des exigences énormes avec des salaires minimums, on aura toujours du déficit en personnel. On a encore du temps d'escoffier, là. Parce que là, je dirais que maintenant, c'est vrai que dans les grandes structures, on va plutôt respecter les heures, on va faire ses 8 heures ou ses 10 heures et puis on récupère, etc. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on demande encore comme capacité au personnel de salle et encore à celui de cuisine, bien entendu. Mais pour autant, combien on ne le paye pas suffisamment par rapport à d'autres métiers? Encore une fois, le frigoriste, ben, je vous ai dit son salaire. Le personnel de salle, ce n'est pas ce salaire-là. Hein. Ouais. Alors bon, on aura toujours le même problème. Et ça, c'est un truc qu'il faut pouvoir dire. C'est que bon, moi j'avais un élève qui avait de l'or dans les mains. Il avait gagné un concours en cuisine. Il est sorti de l'école. Moi, je pensais qu'il allait s'installer comme restaurateur indépendant. Bon, il y en a qui l'ont fait. Hein. Et puis, il est allé travailler à l'ambassade du Danemark. Bon. Après, il a rencontré une demoiselle qui avait un autre métier que la restauration. Et elle lui a dit, bon, écoute, moi, je travaille, admettons, dans l'enseignement ou infirmière, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Bon, si tu veux qu'on continue à se voir et qu'on puisse se marier, il faut que tu aies un métier où tu as des heures où on se voit, quoi. Moi, j'ai combien de collègues qui ont divorcé d'être dans les enseignants à l'époque où ils étaient dans la restauration parce que leur épouse et eux avaient un horaire tout à fait différent. Et quand la dame n'est pas du métier, elle ne comprend pas ben, qu'on puisse être amené un jour à faire 2 heures en plus parce que ben, y a un imprévu et qu'on doit rester. Vous voyez, c'est ça le problème dans la restauration. Si vous voulez, on parlera de tous ces sujets dans un autre épisode, justement par rapport au bouquin de monsieur et madame Van Acker, Passion gastronomique, où tous ces sujets sont abordés. Bon, évidemment, pour la fête de la gastronomie, on peut mettre aussi en valeur tous les métiers de ce qui touche la gastronomie. Les métiers de salle, évidemment, sont très importants. D'ailleurs, j'ai fait mon premier épisode avec un maître d'hôtel. Donc, justement, on a parlé de tous ces sujets, évidemment. Si des chefs veulent bien venir travailler avec nous pour cette fête de la gastronomie, tous ces aspects, on va aussi les aborder. Pour revenir un petit peu sur une réflexion de M. Van Acker,
qu'il m'a faite sur un mail. Par rapport à Good France, il faut que les deux choses, mais on l'a déjà un petit peu dit, marchent ensemble. C'est-à-dire que, comme je l'ai souligné, moi, le Good France me va très bien. Il y a aucun problème. Mais faisons cheminer la fête de la gastronomie. Bon, je pense que nous aurons l'œil bienveillant de quelques grands chefs, notamment pour moi aujourd'hui le plus représentatif depuis le départ de Monsieur Paul, c'est Guillaume Gomez, le patron des cuisines de l'Élysée qui a fait la préface de Je cuisine un jour bleu, que je connais bien, qui est un garçon absolument charmant. Il ne pourra pas forcément faire quelque chose pour nous, mais ça me semble important qu'il soit parfaitement au courant, parce que je travaille avec lui sur d'autres projets, notamment auprès d'associations de handicapés. Il le fait toujours avec une très très bonne grâce, donc on se connaît très très bien. Donc il aura une bonne vue, et puis je me dois de lui tenir au courant, pardon. Il ne fera pas peut-être grand-chose pour, mais en tout cas, il sera informé et il aura un œil bienveillant. Il y a d'autres chefs que je connais, Michel Roth par exemple, dont on a déjà parlé, qui a été pendant 15 ans chef de cuisine au Ritz, qui est maintenant au Wilson à Genève, que je connais aussi parce qu'il a fait la préface du bouquin. J'ai été sa petite main à Sarlat, c'était très rigolo d'ailleurs. Et bon, donc cheminons ensemble et essayons d'organiser une fête de la gastronomie où là aussi le nom peut changer, comme tu le disais Guy, ça peut être une quinzaine Ah, mais gastronomique. le nom peut rester, hein, oui, ou quinzaine de la gastronomie, ou quinzaine de la fête de la gastronomie. On peut, si on décide, enfin si on pense que 15 jours, et je crois que c'est vraiment la bonne idée, donc 3 week-ends et 2 semaines, c'est une période qui n'est pas trop longue et qui n'est pas trop courte, c'est génial, 15 jours. Donc on peut très bien parler de la quinzaine de la gastronomie et puis en rester là et essayer d'inclure un maximum de choses là-dedans. D'accord. Marc, tu as une réflexion à faire, je vois. Oh, j'imaginais déjà, pourquoi pas faire la biennale de la gastronomie? Eh bien, pourquoi pas? On va faire dans les artistes. Mais pourquoi pas? Et si tu veux, moi je trouverais bien que, j'aimerais bien que la fête de la gastronomie, alors je vais me redire, le côté populaire, mais que le peuple fasse quelque chose dans ce sens-là, dans le sens du partage, dans le sens à la fois de la découverte, du partage, de la transmission. Depuis quelques mois, on a vu les samedis après-midi extrêmement compliqués et difficiles dans beaucoup d'endroits. Donc, bon, on va pas discuter de ça, mais ça dépense beaucoup d'énergie. Si on mettait la même énergie à parler de ces sujets, à se retrouver à la préparation d'un repas, que ce soit pour la famille ou que ce soit pour des associations, pour des nécessiteux, pour que sais-je encore, pour des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas cuisiner. Et ceux qui ne savent pas, eh bien, on leur apprend. Hein, on leur apprend à éplucher une patate, à éplucher une carotte. Je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, c'est vraiment ça ce qui m'importe. J'ai une idée qui me vient comme ça, hein. Je t'en prie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un concours du vin qui est assez important, qui est le mondial du vin de Bruxelles. Et ce mondial du vin de Bruxelles, auquel j'ai participé naguère, a eu la bonne idée de se décentraliser. C'est-à-dire qu'il garde toujours son nom, c'est toujours le concours mondial du vin de Bruxelles, mais une année il a lieu à Lisbonne, une année il a lieu, que sais-je moi, à Paris, une année il a lieu à Bordeaux, une année il revient à Bruxelles, hein, voilà. Oui. Et on pourrait très bien, dans le cadre de ce thème de la quinzaine de la gastronomie, avoir une ville haute ou une ville qui est mise à l'honneur. Alors ça Oui, pourrait être une tournante, parce que très bonne n'oubliez idée. pas qu'en ville ou une France, vous avez région. en Bourgogne la Saint-Vincent tournante, hein, Oui, et qui met oui, comme ça successivement une commune de Bourgogne à l'honneur. Une année c'est Saint-Véran, une année c'est Gevrey-Chambertin, etc. oui, Et oui. alors nous aurions éventuellement, pourquoi pas,
une tournante dans les villes en France avec un passage une année sur 5 ou sur 6 en Belgique, par exemple. Hum, Dire, hum. ben, cette année-ci, la Comme fête de le la Tour de France, gastronomie, quoi. elle aura lieu à Orléans. Non, oui, mais Oui, c'est-à-dire que on désignerait une capitale régionale. Il faut pour ça, je pense, éviter des grandes villes. Moi, j'éviterais par exemple Paris et oui. j'éviterais Bruxelles. Hein. Mais dire, voilà, une année, nous allons faire la fête de la gastronomie à Lyon. Alors Lyon, bon, c'est une grande ville, on est d'accord, mais enfin, ce n'est pas la capitale. Une autre année, ce serait dans le sud-ouest. Hein. Ce serait du côté de Périgueux Ouais. ou bien dans ce coin-là. Une autre année, ce serait en Alsace. Et puis une année, ben, ça pourrait très bien être à Liège, à Namur, à Mons, à Oui. Tournai ou que sais-je. Oui. Et ça serait aussi une occasion comme ça de faire la promotion des produits locaux de la région en question. Une année, ben, ce seront les produits du sud-ouest qui seront mis à l'honneur. Oui. Une année, ce seront les produits, je dirais, de la région lyonnaise et ainsi de suite. Mhm, mhm. Et s'il y a des concours, imaginons qu'il y ait à un moment donné des concours sur quelques thèmes choisis, eh bien, ce serait organisé donc à ce moment-là dans la ville en question. Maintenant, autant vous dire, j'ai déjà organisé des concours. C'est très très lourd, c'est une grosse Oui, c'est organisation. lourd. Là, ça C'est sort lourd. quand même un peu de mes compétences, je Oui. dirais, les Non, idées, mais bon, là, on est là pour émettre l'organisation, c'est des autre idées. chose. Oui, voilà, c'est ça. On peut imaginer aussi, que si quelques chefs nous suivent, en partant du thème ou du produit sur lequel on veut travailler, on pourrait dire, eh ben, écoutez, en famille, vous travaillez tel et tel produit, et puis le dimanche d'après, les chefs vont préparer un plat avec ces mêmes produits. Mais Tu par vois. exemple, ça pourrait être la volaille de Bresse, hein, pour ne pas être Oui, trop restrictif, tout pas, à pas fait. uniquement le chapon, mais dire la volaille de Bresse une année. Ouais. Euh, j'ai rencontré, mais je devais reconcrétiser la chose, c'était revoir Georges Blanc, il était sur le principe d'accord de nous accorder une interview pour notre podcast avec Marc. Et quelqu'un comme Georges Blanc, évidemment, qui est l'ambassadeur de la cuisine bressane dans le monde, ben, le jour où on choisit le thème de la cuisine bressane, ce serait évidemment un allié de poids Oui. qui ne demanderait pas mieux que je pense. Enfin, je pense. Oui, et puis tu vois, sur des régions, à l'instant tu parlais de régions, tout à l'heure je parlais de la région Centre-Val de Loire. Bon, bon, il y a Sabine Brochard dont j'ai parlé, et puis aussi d'autres gens que je connais. Eux, déjà, au mois d'octobre, au mois de novembre, ils font pendant un mois un- un- des événements culinaires sur toute la région Centre-Val de Loire. Oui, c'est Bon, ça. voilà, on pourrait travailler, et là, c'est les professionnels, et du coup, on pourrait parfaitement s'adosser, si ils le veulent bien, travailler avec nous pour cette cuisine populaire. Pour moi, la fête de la gastronomie doit rentrer dans chaque foyer. C'est un peu comme la poule aux pot d'Henri D'Henri IV, c'est IV, ça? oui. Monsieur Vous Van dites Acker, d'Henri VIII, mais là c'était en Angleterre, non d'Henri IV, évidemment. Henri IV, oui. Euh, Monsieur Van Acker, Oui, vous venez de faire naître une idée que je voudrais vous soumettre. je vous en prie. Vous savez pourquoi la cuisine basque a contribué au renouveau de la cuisine espagnole? C'est parce qu'en fait, le Pays basque a une tradition de concours locaux, de concours de famille dans un village, de concours de village dans une région. Bien. Et donc, vous me voyez venir, mais Oui, c'est mhm. dans ce Pays basque, on prépare ce qu'on appelle les pingstos, c'est-à-dire ce sont des vrais plats, mais en miniature. Et chaque village, Oui, ben, il lui tient à cœur de préparer les meilleurs pingstos, chaque famille, ainsi de suite. Et je pense que pour mettre l'accent sur le côté populaire de la fête de la gastronomie, je sais que Claude Cara attache une très grande importance à oui, cette dimension populaire. Eh bien, je crois qu'au cours de la quinzaine que nous avions évoquée, il pourrait y avoir une journée, je dis au hasard le week-end du milieu, qui serait en quelque sorte un concours de famille ou sur un thème donné, comme l'un de nos intervenants l'a mentionné tout à l'heure. Euh, et ça amènerait les gens à cuisiner, à retrouver le plaisir de la cuisine, à retrouver le plaisir de la convivialité, parce que un concours, il n'y a pas d'enjeu majeur. Il ne s'agit pas de gagner 100 000 euros dans cette affaire. Mais si dans chaque village et dans chaque petite ville, il y a dans chaque quartier pour les grandes villes,
il y a un concours, ça va amener les gens à se regrouper et à Les proposer quelque Jeux chose intervilles de la gastronomie. pour participer à un concours dans ce domaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et Oui, C'est une bonne idée. voilà, je vous livre cette idée. Vous en faites oui, ce que vous oui. voudrez, bien sûr. Mais l'idée que Marc vient de soumettre, faire des intervilles de la gastronomie, ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Par exemple, on pourrait délimiter les territoires sous forme de terroirs. Hein. Mhm. Bon, il y aurait par exemple, je ne sais pas moi, peut-être 10, bien qu'il y en ait plus, mais enfin une dizaine je dirais, de régions en France, et sans suivre du tout la découpe actuelle des régions d'un point de vue politique. Hein. Je parle Oui, plutôt des régions gastronomiques. Et dire, voilà, eh bien, dans la ville qui aurait été choisie pour, comment dirais-je, moi, pour être la capitale de l'année, hein, dans la fin de la saison, plutôt dans le domaine de la fête de la gastronomie, eh bien, chaque région pourrait très bien envoyer soit des particuliers, soit un chef et des particuliers, soit des particuliers coachés par un chef, et faire une espèce d'interville comme ça avec un thème imposé. L'année, par exemple, on décide que tel poisson peut être mis à l'honneur. Hein, admettons la truite, imaginons. Eh bien voilà, chaque région enverrait des représentants qui jouteraient au niveau de la truite, plus d'un autre plat, plus évidemment d'un dessert, oui, sous forme de, je dirais, de mini plats réalisés un peu façon tapas à déguster, parce que nous oui. allons commencer avec Marc une série sur les tapas, et mon principe, c'est de dire que tout plat peut être tapas. Hein, et je pourrais même donner des trucs pour en faire avec n'importe quel plat. Ouais. Donc, il y a comme ça toute une série d'idées que nous pouvons mettre sur papier, et qui pourraient être, on pourrait puiser là-dedans après pour dire, tiens, on va bâtir la structure, la fête de la gastronomie sur ce modèle-là. Bien Mhm. sûr, si ça marche et si ça perdure, rajouter des choses au fur et à mesure, parce qu'il y a tout le domaine des boissons auquel on n'a pas encore Oui, vraiment pensé. Hein. oui, oui. Que ce soit des vins locaux, que ce soit des bières pour les régions, il y a un peu de bière. Je vais prendre le cas de l'Alsace, évidemment, il y a de la bière et il y a du vin, c'est génial. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Monsieur Van Acker? Non, je vous livre cette idée, on en reparlera, mais je reste persuadé que qui dit fête de la gastronomie dit populaire, dit convivialité, dit plaisir de cuisiner. Oui, Et avec un concours entre quartiers et après entre villes éventuellement, parce que ça peut être en phase. Il peut y avoir un week-end, vous avez le concours des quartiers, et le week-end suivant, le quartier qui l'a remporté dans une ville va affronter les quartiers qui l'ont remporté dans d'autres villes. oui, oui, Vous oui. voyez, et cela, vraiment, ça rassemble Tout à le côté fait. populaire, le plaisir de cuisiner, la convivialité de la rencontre. Bien. La Personnellement, troisième, oui, je vois pardon. que des avantages. Voilà. Et la troisième semaine, le troisième week-end, ça pourrait être tous les représentants des villes issues des quartiers qui s'affrontent dans un seul lieu commun, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas plus de, je dirais, d'une quinzaine, voire d'une vingtaine d'équipes ajoutées, parce que sinon, ce serait un peu trop gros organisé. Mais Oui, oui, oui. pourquoi pas dire que la troisième semaine, c'est je dirais, le regroupement sous forme du concours de toutes ces entités qui auront été, je Oui. dirais, se seront développées. D'accord. L'important, c'est qu'on puisse monter un projet, notamment un projet un peu exemple. Je vais agir sur la région Rhône-Alpes parce que j'avais déjà, il y a 3 ans de ça, rencontré la personne de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'occupait du tourisme. Donc, évidemment, j'étais allé la voir pour la fête de la gastronomie, où je lui avais déjà dit que, bon, voilà, tout ce qu'on vient de dire là. Il m'avait dit, écoutez, si vous avez un projet que l'on juge acceptable, on peut financer. Parce qu'évidemment, l'État, là, ne donne rien. Hein. La République est bien Non, gentille. non, Mais, non. hein, bon. Mais en revanche, les régions, oui. Et je suis sûr que, enfin, je pense que si on va proposer la même chose à Val-de-Loire, Centre Val-de-Loire, il pourrait aussi faire d'autres choses. Et puis bon, après, on voit comment on fait. Mais ça, c'est tout à fait possible parce que se retrouver, ça veut dire qu'il faut un lieu pour cuisiner, il faut des équipements, il faut de la sécurité, il faut tout ça. Donc, ça met en jeu un certain nombre C'est une très grosse organisation. c'est Je une grosse pense aussi que organisation.
Oui. on doit garder des idées, disons, comme ça, sous le Oui, coude. Et que c'est, la c'est- première année, il faut peut-être y aller un peu plus doucement en disant, voilà, voilà, d'abord convaincre les gens de consacrer ces 2 semaines-là à manger, à cuisiner eux-mêmes, enfin, à absolument. C'est ce que eux-mêmes. Et puis après, progressivement dire, bon, ben, on va faire un concours, mais peut-être pas la toute première année non plus, parce que ça risque d'être très lourd, évidemment. Absolument. Tu me l'as enlevé de la bouche, si je peux dire. J'ai peut-être la première année, travaillons vraiment sur l'aspect populaire et sur l'aspect familial de cette fête de la gastronomie, pour ensuite passer à d'autres choses. Mais tu as raison, Guy, ça me paraît. Qu'en pensez-vous, Monsieur Vonacker, Oui, Marc? oui, tout à fait d'accord. Oui, mais pourquoi pas aller, si on veut vivre avec l'air du temps, faire un crowdfunding pour le financement et proposer aux gens de participer au financement. Oui, alors, bon, je Parce sais que pas, si parce on doit que attendre que les régions financent, on risque ah parfois non, non, mais d'attendre. ça, Marc, ça sera dans un deuxième temps. Oui. Justement, si on organise des rencontres intervilles, intercités, là oui, là on aura besoin de financement. Mais si on se dit pour la première année, pour l'année 2021 par exemple, on fait la fête de la gastronomie de manière familiale, bon, hein, bon, là ça ne coûte pas grand-chose. C'est les gens qui vont se financer eux-mêmes pour faire ce repas, en insistant bien qu'on peut faire un très très bon repas avec des produits pas chers du tout. Hein, ça, Guy Oui. sait faire. Hein, voilà. Donc c'était ça un peu. Alors, comment est-ce que vous voyez de faire connaître et de faire savoir cette chose-là? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et tu me disais l'autre jour, oui, les réseaux sociaux. Et si on arrive à faire le buzz, on arrive à trouver un moyen d'inciter les gens à préparer ou à présenter leurs recettes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, Snapchat ou n'importe que sais-je, Pinterest, en partageant leurs recettes avec des spécial hashtags et qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qui incite à le faire et que ça fait le buzz. Hein, un peu comme l'Ice Bucket Challenge, mais ce serait le montre la recette de ta grand-mère challenge. Ouais. Un truc comme ça, étalé sur 2 semaines avec des marques peut-être qui tomberont dedans pour essayer d'inciter les gens à le faire. Alors ça, c'est On un peut autre. rentrer dans le buzz. Hein. On peut rentrer dans le buzz. Hein, si ça Ouais, fait le buzz et que ça devient un défi que même là, les jeunes vont sauter dedans à plein pied. Quoi. ouais. Alors ça, ce que tu viens de dire est un autre débat. Est-ce que s'il y a des marques qui veulent se mettre dans le truc, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois Bah, qu'il faudrait d'abord établir une espèce de charte on prend tout ce qu'elle euh, donne, moi je dirais. avec tous les grands points qui seraient abordés dans un premier temps. Quelle est la raison de la fête de la gastronomie, d'une part, et d'autre part, une espèce de charte qui laisse la porte ouverte à l'organisation de choses qui seraient de plus en plus complexes selon l'évolution de la fête. Mais il faudrait pas que ça puisse nous échapper. Ce que je veux dire par là, c'est que d'autres personnes, à un moment donné, mettent le grappin sur, entre autres, bon, c'est vous, Claude, qui êtes l'initiateur de cette histoire-là, mais qu'à un moment donné, X ou Y mettent le grappin là-dessus et que ça vous échappe. Bah, Donc, je dis, pense qu'il faut d'abord peut-être établir une charte oui. qui, d'un point de vue légal, vous garantirait de garder toujours la mainmise et un droit de regard sur ce qui se passe, parce que sinon, ça risque peut-être de partir dans tous les sens. Et à un moment donné, on vous dira, écoutez, vous n'avez plus rien à dire dans cette histoire-là, c'est pas vous qui vous en occupez. Donc, il faut vraiment que vous établissiez une charte de la chose, voilà. Oui, oui, tu sais, Guy, tant qu'il n'y a pas de phénomène financier dans l'affaire, si ça m'échappe et que les gens s'approprient la fête de la gastronomie, bon, moi, tu sais, C'est un peu le but, non? oui, c'est complètement le but. C'est complètement le but. Je veux dire, ça m'est égal, même si ça m'échappe. Là où ça me gêne, c'est ce qui est en train de se passer avec la décision gouvernementale de faire une histoire qui s'appelle Good France, qui est parfait pour le corporate, parfait pour l'export. Mais du coup, en France, il y a rien, quoi, hein, parce que même si le ministère des Affaires étrangères dit oui, mais on a lié la fête de la gastronomie à Goût de France, ben, bon, ça se passe dans les ambassades et les chefs font des programmes. Bon, alors on va voir comment ils vont faire en 2021.
Bon. Il existait anciennement un organisme dont j'ai oublié le nom, mais que vous allez peut-être pouvoir me rappeler, et qui justement s'attachait à la promotion des produits français. Est-ce que vous pourriez me le rappeler? Je parle d'il y a une dizaine d'années. Comment ça s'appelait ça? Ah, Hein. il y avait une société qui s'appelait Sopexa. Je crois Ah, que ben c'est voilà, c'est ça. c'est ça, la Sopexa, voilà. Ok. Waouh, bravo. C'est la Sopexa, exactement. Sofexa. Sopexa, Sopexa. 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 D'accord. Alors on disait voilà, hein, on contacte la Sopexa et on va voir ce qu'ils peuvent faire pour nous. Oui, oui, tout à fait, c'était la Sopexa, Ah exactement. bon, alors je vais regarder si ça existe encore, s'il y a un pendant. Je vais regarder ça. Bon, écoutez, on a déjà dit beaucoup de choses. Je vais mettre, bon, évidemment, je vais publier l'épisode, évidemment, mais je vais essayer de mettre un petit peu par écrit ce que l'on a dit, et puis on affine, hein, chacun apportera un petit peu sa touche. Mais je dirais qu'on a 14-15 mois. Hein. Bon, maintenant, évidemment, il ne faut pas être le nez dans le guidon, mais Ah oui, c'est l'année prochaine, en 2021, et si on garde l'idée du mois de septembre, bon, on a une très grosse année pour pouvoir mettre tout ça sur oui, papier et Ça l'organiser. va passer vite. ça passe très vite, ça passe oui. vite, oui, ça passe vite. Ça passe très très vite. Donc, Demain. si on veut résumer un petit peu, on est plutôt d'accord pour dire, pour une première nouvelle édition, si je peux appeler ça comme ça, concentrons-nous sur la fête de la gastronomie familiale. Bonne idée, eh bien. Hein. Et puis, ça nous permettra de voir comment les choses se font, qui vient pas, les chefs, pas les chefs, les régions sont intéressées, pas intéressées pour aider. Enfin bon, voilà. Mais Donc, on peut très bien, Marc, Claude, avoir le thème suivant. C'est de dire la première année, on axe ça sur la famille. L'année suivante, on axe ça sur le terroir. La troisième année, on axe sur les produits bio. La quatrième année, on axe sur des techniques régionales, par exemple, pour Le reprendre. fromage, un Ou produit en vous savez, c'est particulier. des produits effectivement à base de fromage, des produits, je dirais, laitiers. Et on peut comme ça avoir un thème, non seulement un thème de produit, mais aussi un thème général. oui, Et évidemment d'avoir le thème des produits qui va suivre le. Par exemple, allez, je donne une idée. Imaginons qu'une année, le grand thème de l'année, ce soit les fromages. Eh bien, indépendamment des produits qui entreraient dans le menu, il faudrait que des produits laitiers ou fromagers se retrouvent à la fois dans le plat d'entrée, dans le plat principal et dans le dessert. oui. C'est pas interdit. Maintenant, vous allez me dire, si une année, il ne faut pas évidemment choisir une année le poisson, parce que mettre le poisson dans le dessert, ça va être un peu plus compliqué. Hein, mais je veux dire, il faut essayer de trouver un thème, si c'est le thème familial, si c'est le thème recette historique, si c'est le thème cuisine du terroir, si c'est le thème produit bio. Les thèmes sont suffisamment généraux par année que pour dire, ben voilà, on peut les intégrer indépendamment des produits spécifiques de chaque plat. Oui, oui, absolument. Et dans le thème famille qui pourrait être le premier, c'est sortez le cahier à boudin de votre grand-mère. Recette oubliée aussi, Oui, pourquoi pas, hein. parce que dans chaque foyer, quasiment, la maman ou la grand-mère a écrit ses recettes sur un Tout à cahier à fait, tout à ressort. fait. Oui, 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 oui. Donc, sortez une recette ou un thème de ces cahiers-là. Pour moi, je verrais bien ça et d'axer la communication là-dessus parce que j'ai bien vu que c'était vraiment, enfin, je veux dire, il y avait une émotion, une émotion très forte sur ce thème-là et parfois, ça, comme je le disais, ça permet des discussions entre les générations. Puis, je vais vous donner une petite anecdote, mais qui ne remonte qu'à hier. Hein. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de manger avec, je dirais, une de nos auditrices. Voilà, pour faire Ah oui. simple. Voilà. Et alors, elle avait réalisé plutôt une mousse au chocolat à tomber par terre. Alors, je lui ai dit, mais bon, quelle est la recette? Parce que, bon, moi, je suis quand même pâtissier aussi à la base. Et je dis, mais enfin, c'est quelle recette? Bon, une mousse au chocolat, c'est quand même pas compliqué à faire. Et quand je lui ai dit, mais combien de chocolat est-ce que tu as mis? Elle m'a dit, ah, ben, j'ai mis une barre. Je lui ai dit, mais une barre, c'est quel poids? Parce que moi, je suis habitué à peser. Et une barre d'une marque n'aura pas le même poids qu'une barre dans une autre marque. Hein. Et puis, les plaquettes n'ont pas toujours la même forme. Alors, je lui ai dit, la prochaine fois que tu vas faire la recette de la mousse, tu me pèses tous les ingrédients un à un.
hein, parce qu'elle a fait un peu à l'œil, hein, et tu me donnes le poids, parce que ça, c'est vraiment une recette que je vais publier sur notre site. Et je suis certain que ce que j'ai vécu là, un grand moment je dirais, de plaisir et d'exaltation hier. Dans toutes les familles, il y a ce genre de choses, hein. Il y a la Oui, maman qui faisait telle recette, tel gâteau, telle tarte, tel biscuit, oui, qu'à la limite, elle faisait à l'œil sans quasiment peser parce qu'elle en avait l'habitude. Et puis la génération suivante dit, bon, je ne parviens pas à refaire le gâteau un tel de maman parce que bon, elle faisait au jugé, elle faisait à l'œil, elle avait un savoir-faire. Et ça, je pense que c'est malheureux, c'est quand on perd ce genre de savoir-faire. absolument. Spécialité de Qui est dans grand-mère. chaque famille, ça peut être une charcuterie, ça peut être une salaison, ça peut être une recette de blanquette, enfin que sais-je. Et il faudrait inciter comme ça les Oui. personnes âgées qui maintenant ont, je dirais, 65, 70, 80, voire Mm, plus, mm. à transmettre, pas seulement de manière orale, mais surtout de manière écrite et de manière grammée, les recettes qu'elles faisaient, parce que quand elles seront décédées, on ne les aura plus et on sera Absolument. incapable de reproduire ce genre de préparation familiale qui sont extraordinaires. Voilà, ça pourrait être ça l'objectif de De la première année, c'est la de première dire année. interrogez vos grands-mères, interrogez vos arrière-grands-mères et notez tout ce qu'elles faisaient parce que Absolument. quand elles ne seront plus là, vous ne saurez plus avoir cette transmission du Tout à fait. savoir. Monsieur Honaker veut ajouter quelque Oui, chose. je voudrais juste dire que l'idée exprimée donc, par Claude Cara me semble extrêmement intéressante parce qu'axée sur la famille et sur l'héritage familial, Oui. avec ça, je pense que c'est une recette de succès. Je Mm. vous donnerai juste un exemple. Vous avez peut-être souvenir d'un certain cuisinier qui s'appelle Jean Humbert, Oui. qui avait gagné un Top Chef il y a quelques années. Oui. Il fait une cuisine tout à fait honorable, très honorable même. Eh bien, il lui est venu l'idée, puisqu'il a encore sa grand-mère qui a 92 ans, de créer un restaurant qu'il a appelé tout simplement Mamie, avec sa grand-mère de 92 ans. Et oui, il fait les recettes du cahier à spirale, si je puis C'est dire. génial. Eh bien, ce restaurant a un succès fou, parce que Oui. c'est vraiment dans la vague du temps, dans l'air du temps, et Oui. je pense que ça va attirer beaucoup de gens. Oui. Ouais. D'accord. OK. Bah, écoutez, c'est formidable. Ces idées, je vais les reprendre, les mettre par écrit et on va travailler là-dessus, mais surtout, on va trouver un bon axe de communication. Les réseaux sociaux, on va peut-être Incontournable aujourd'hui. oui, c'est incontournable. On va sans doute en trouver d'autres. Alors, voulez-vous, on va clore cette table ronde. Voulez-vous, à tour de rôle, faire une petite conclusion, une conclusion temporaire? Monsieur Van Acker. Non, ben, rien de très particulier. D'abord, je voulais remercier Claude Cara de cette invitation. Je suis très honoré et très heureux d'y avoir participé. Bon, désolé pour mon épouse, mais la prochaine fois, elle sera disponible. Et en plus, on aura Vous résolu le problème technique, puisque là, pour l'instant, on n'a qu'un seul casque, ce qui ne facilite pas les choses. Bon, ça, c'est un détail. Ce qui me semble important, c'est que cette idée de faire revivre une fête de la gastronomie dans sa dimension familiale sera une occasion de redécouvrir la convivialité créée par la gastronomie dans un contexte familial, avec éventuellement une dimension de Pluriel. voisinage avec nos cousins de Belgique éventuellement. Et franchement, j'y trouve là une occasion de redonner un souffle, de redonner une image positive, attirante et attractive de la cuisine avec tout ce que ça peut représenter de festif, de dimension culturelle, de dimension familiale. Et pour vous parler franchement, je pense que des gens, y compris nous avons un devoir. Nous avons un Oui. devoir vis-à-vis de l'UNESCO, Oui. qui nous a fait l'honneur de cette reconnaissance dont nous avons parlé en début d'émission. Oui. Maintenant, il faut qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait une Absolument. traduction. Vous avez raison. Et sinon, les gens de l'UNESCO risqueraient d'être déçus, parce que s'ils font le bilan de ce qui a été fait en France depuis 10 ans, je ne vais pas faire de polémique, hein, mais Oui, oui. je n'exclus pas qu'il y ait une petite larme de déception. Et Oui. avec ce renouveau, cette nouvelle mouture de la gastronomie, je crois qu'on
les Français et les Belges s'y participent seront très heureux. Et en plus, on aura rempli une obligation morale Oui, vis-à-vis de l'UNESCO. Et ça me semble très positif. oui, oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Je ne l'avais pas fait, mais je vous remercie. Guy, tu veux rajouter? Et comme on dit, suite à au prochain épisode, on essaiera de voir ce qui a été, disons, synthétisé par vous, Claude, Oui, concernant tout ce qu'on vient de dire. oui, On va commencer, je dirais, à petits pas, comme ça on est oui, sûr de ne pas se planter. Et dans d'accord. un premier temps, on lance un thème, on lance, je dirais, les idées, mais sans que ça n'implique de contraintes financières dans un premier temps, parce que bon, ça c'est toujours un petit peu plus délicat. Alors moi, de mon côté, je vais voir qui je peux contacter au niveau, en tout cas de la Wallonie, peut-être pas de la Belgique, parce que comme vous le savez, nous avons maintenant un pays qui est fédéralisé, donc ce qui se passe, je dirais, en Wallonie et ce qui se passe à Bruxelles ou en Flandre, ce sont des choses différentes. Donc les organismes de promotion des produits alimentaires ne sont plus les mêmes. Donc je vais voir au niveau de la Wallonie qui je peux contacter, puis en touchant un petit mot, envoyer éventuellement un mail pour tâter le terrain, pour voir si eux sont prêts à embrayer. Hmm. D'accord, ok. Merci Guy. Marc, Moi, je me réjouis comment dire, de la réapparition, de la renaissance de ce genre d'événement, parce que tout événement qui va, comment dire, qui promeut la cuisine et le bon manger, le savoir-vivre, comment dire, le plaisir qu'on prend à table, l'activité sociale qu'il y a autour. Pour moi, c'est quelque chose qui est bienvenu. C'est un peu dans l'esprit dans lequel on a lancé ce podcast, c'est partager, mettre la cuisine à portée de tous, parce que la cuisine, c'est la pièce la plus importante d'une maison. C'est l'endroit où oui, tout le monde se retrouve toujours. oui, C'est l'endroit où les choses se passent. Et puis, quand on apprécie la bonne cuisine, on peut pas, comment dire, on- les gens qui apprécient la bonne cuisine, je veux dire, la cuisine adoucit les mœurs. Donc, on ne peut pas éprouver de haine, hein. Si je reprends la citation de Paul Bocuse, il n'y a pas de bonne cuisine au départ si elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. Et quand on voit les événements qui se déroulent là en 2020, cette année, je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin de se retrouver, de retrouver la paix dans les ménages, dans le pays, entre les cultures, entre les voisins, entre les gens d'une même famille. On voit ce qui peut arriver et la vie est trop courte C'est vrai que justement les gens pour laisser passer ça, quoi. dans la rue pour, je dirais, pour revendiquer, pour se disputer, pour se bagarrer, enfin bon, pour plein de choses, que se retrouver autour d'une table, il faudrait peut-être leur réindiquer le chemin de la table. oui, Je dirais que quelquefois, plutôt que de dire allez manifester contre ceci ou contre cela, généralement on manifeste contre quelque chose et pas pour quelque chose. oui, et pas pour C'est quelque de chose. manifester pour quelque chose qui serait la bonne cuisine, le bien manger, la convivialité, Oui, l'amitié, parce que bon, c'est vrai que quand on est autour d'une table, généralement on reçoit des amis, on ne reçoit pas que sa famille, hein. On reçoit oui, des parents parfois plus éloignés, on reçoit du voisinage, on reçoit des amis. C'est pour passer un bon moment. On ne se réunit jamais en famille dans le but de se disputer autour d'un repas. Quand ça arrive, c'est accidentel, mais au départ, c'est pour Ou qu'il y a faire trop de vin. oui, ou qu'il y a trop de vin, mais au départ, quand on reçoit des gens, c'est pour passer un bon moment. Ce n'est oui, jamais pour passer un mauvais moment quand même. Donc, absolument. Mais profitons de cet aspect de la nourriture qui fédère et qui réunit les gens dans de bonnes conditions pour Hmm. essayer aussi d'apaiser un peu la tourmente qui est actuellement dans la société. mais en fait, D'accord, d'accord. pratiquer le menu gastronomique à la française est un acte militant. Mais positivement militant dans Bien ce sûr, Abs- bien voilà. sûr. Et il nous en faut plus. Absolument. Je pense qu'on parlera de justement cet aspect lorsque nous ferons l'épisode sur Passion gastronomique avec Madame et Monsieur Van Acker. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir participé et de participer encore dans les prochaines fois. Chers amis de la fête de la gastronomie et toutes les personnes qui avaient la gentillesse de nous écouter un petit peu partout dans le monde, comme vous avec Parler Cuisine, je me suis rendu compte qu'un petit peu partout dans le monde, le podcast des amis de la fête de la gastronomie était écouté. Alors, si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous inspire et si vous avez vous aussi envie de participer à ce projet magnifique de parler cuisine et
de faire une action autour, dans votre famille, dans votre foyer, sur cuisiner de manière un peu en dehors de tous les jours, eh bien, mettez-vous en contact avec moi. Vous avez mon mail, mon prénom et mon nom tout attaché, claudecarat@gmail.com. Alors, Carat, je précise, c'est comme le bijou, C-A-R-A-T. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. Je vous remercie infiniment. Le prochain épisode sera donc l'épisode numéro 30. Alors, ce sera un épisode un petit peu particulier, comme d'ailleurs tous, ils sont tous particuliers, mais cette fois-ci, c'est un épisode un petit peu bilan, c'est-à-dire que je vais reprendre l'ensemble des épisodes avec des petites anecdotes sur chaque épisode pour vous donner le goût d'écouter ou de réécouter tous ces épisodes, parce que sur ces 29 épisodes, ce ne sont que des rencontres absolument extraordinaires, et celle d'aujourd'hui est là encore pour en témoigner. Donc, je vous remercie beaucoup. Il y aura d'autres épisodes, notamment Guy nous doit un épisode sur les fromages belges, sur le fromage... Le fromage du plateau de Herve. Voilà, le fromage du plateau de Herve. Merci beaucoup, chers amis. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Thank you.